à Panem 360. Nous sommes en compagnie de Pierre Jodlowski. Pierre Jodlowski est compositeur qui s'intéresse évidemment au territoire de la musique contemporaine, mais aussi électronique, musique mixte, musique intergenre et aussi pratique intermultidisciplinaire ou multidisciplinaire ou pluri. Ça dépend ce que vous voulez, mais ça revient à peu près au même. Et donc, vous travaillez dans de multiples sources. Vous êtes né un 9 mars 1971, donc nous sommes le 9 mars 2024, et donc vous avez aujourd'hui 53 ans. Exactement. Bon anniversaire, Pierre Jodlowski, Merci beaucoup. et bienvenue à Pan M360. Alors donc, vous êtes le compositeur qui est mis en valeur, qui est mis en lumière à la semaine du 9 du groupe Le Vivier. Donc, plusieurs de vos œuvres y sont présentées, et œuvres très variées, qui commencent aujourd'hui par Ghostland. Ghostland que vous avez fagoté il y a quand même quelques années. Je pense que ça remonte à 2016, la création de Ghostland. Alors, Ghostland a été créé en 2018, mais en effet, on a commencé à travailler en 2016 parce que c'est un projet qui est quand même assez conséquent, déjà par sa durée, puisqu'il dure 1 heure, et par son dispositif qui mobilise, je dirais, à la fois les instruments, on va dire, traditionnels, mais il y a aussi les lumières, la vidéo, tout ce dont vous parliez, cette idée d'interconnexion entre différents médias. Et ce sont des projets qui requièrent finalement un temps de gestation assez long. On a besoin d'expérimenter les choses aussi au plateau. On ne peut pas juste écrire cette musique, il faut aussi l'éprouver sur scène. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Oui. Commençons par Ghostland dans la structure, etc. J'aime bien le mélange des genres, c'est-à-dire que vous puisez presque dans le doom metal, dans des riffs de guitare que vous traitez par la suite. Il y a des éléments percussifs. Enfin, il y a des éléments qui sont tirés des cultures qui, a priori, n'ont que peu à voir avec les sillons traditionnel, entre guillemets, de la musique contemporaine. Donc, vous puisez dans d'autres sources et donc vous témoignez de votre époque forcément, puisque on ne peut pas s'en tenir aux préceptes de l'école de Darmstadt, n'est-ce pas? Alors, donc, vous êtes de votre temps et vous puisez dans les sources qui vous viennent à l'esprit et aux oreilles. Oui, je dirais, si vous voulez, ça a été même un chemin qui a été assez long, ce chemin, parce que moi, j'ai commencé... alors, je dirais, j'ai fait des études classiques quand j'étais enfant, mais très vite, mes parents étaient assez mélomanes, donc j'ai très vite écouté du jazz, du rock, toutes sortes de musique. Et je crois qu'assez tôt, en fait, j'ai eu une sensation qui était de ne pas avoir envie de mettre les choses dans des boîtes, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, finalement, c'est que chaque sonorité, chaque genre, finalement, musical, va déployer des énergies qui lui sont propres. Et mon imaginaire, parfois, peut avoir besoin de son de guitare rugueux, épais, dense. Et à d'autres moments, on va avoir besoin finalement d'autres choses, plus subtiles, plus fines. Et ça m'a pris quand même du temps d'assumer tout ça, parce que c'est vrai que quand j'ai rejoint un petit peu le navire de la musique contemporaine, j'avais l'impression que tout ça était un peu de l'impolitesse, ou alors qu'on allait me prendre pour quelqu'un qui n'était pas au bon endroit. Et puis au fil des années, j'ai assumé qui j'étais, c'est-à-dire que j'ai dit, bah ouais, mais finalement tout ça, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est le temps, c'est-à-dire que peu importe les matériaux, c'est ce qu'on en fait qui est important pour moi. Donc, en effet, Ghostland, il y a certains passages qui touchent finalement à ces cultures plutôt rock, métal et ce que vous voulez, mais ça raconte quand même Ce qui est important pour moi, c'est ce que ça raconte, c'est pas ce que ça dit à l'instant, en fait. Oui, c'est ça. Évidemment, le choix des genres ou des sous-genres, de quelle école que ce soit, c'est pas si important que ça. C'est le résultat qui compte et l'expression du moment et qui doit soir à l'œuvre en tant que telle. Et c'est ce que vous faites. À un moment donné, on écoute, par exemple, un album qui comporte une série de plusieurs couleurs pour piano et trame électroacoustique ou autre. Et on remarque aussi énormément de piano jazz, extrêmement jazz contemporain ou free jazz, improvisation libre, qui sont mises en contexte dans un amalgame qui est aussi électronique et aussi très proche de certains sillons de la musique contemporaine. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, c'est très, très, très sympa et gentil de mentionner ce disque. Je suppose que vous parlez du disque qui vient de sortir là, Oui, voilà. sur le label Kairos. En fait, pour moi, les grands pianistes ne sont pas forcément les pianistes qui interprètent du Chopin. Je veux dire, Cecil Taylor, pour moi, quand j'étais ado, j'ai découvert Cecil Taylor et j'ai été absolument fasciné. Et Keith Jarrett aussi sont des. Pour moi, ces figures-là, pour moi, c'est des musiciens. En fait, ce qui m'importe, c'est finalement, c'est de faire de la musique. C'est pas tellement, encore une fois, de dire oui, je suis compositeur. Je m'en fiche un peu de ça. Ce qui me plaît, c'est d'être dans le faire musical, dans le temps, l'écriture du temps. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Et mon imaginaire, il est très libre, il est très ouvert. J'ai pas de dogme finalement. Et au fur et à mesure que j'avance, alors c'est vrai que j'ai pris une année de plus depuis ce matin, donc peut-être d'autres choix vont s'opérer ou d'autres choix vont disparaître. Mais voilà, la liberté, je pense, est un maître mot aussi, hein, de pas se refuser le plaisir aussi de faire des choses qui nous rappellent des moments d'émotion ou de découverte et de les conjuguer et d'en faire avec sa propre méthodologie et de les mettre à sa sauce et puis d'en faire quelque chose, quoi. Exactement. Si on essaie, bon, c'est sûr que c'est un exercice impossible pour y aller dans le détail, mais de repasser assez brièvement les œuvres qui sont présentées à la Semaine du 9, parce que vous êtes un peu le fil conducteur. C'est votre esthétique qui est le fil de cette programmation, en fait. Et ça a été choisi comme tel par la direction artistique. Alors, c'est intéressant de vous découvrir à travers plusieurs œuvres qui sont quand même diversifiées et qui ne sont pas du tout semblables l'une par rapport à l'autre. Alors, en effet, alors la première raison, c'est que en fait, l'œuvre la plus ancienne, elle date de 2004 et la plus récente de 2017. Hein, donc, il y a 13 ans de travail qui sont comme ça montrés. Ça, c'est un premier point qui explique cette diversité. Le deuxième point, j'en ai déjà parlé, c'est cette idée que moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer du temps et finalement les matériaux sonores, musicaux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire la musique avec absolument n'importe quoi. On le voit, vous avez mentionné le milieu de l'improvisation libre. On a des gens qui font des trucs absolument magnifiques et pourtant, ils ont un petit bout de bois, une corde ou un petit synthé. Donc voilà, ça c'est un élément. Puis je crois aussi que cette diversité, elle représente ma personne. Moi, j'aurais pas assez d'une vie pour expérimenter tous les trucs que j'ai envie d'expérimenter, en fait. Donc voilà, je crois que ça explique ça. Après, il me semble qu'il y a aussi, alors ça, on pourra peut-être en parler, j'espère pouvoir partager ça avec les gens du public, du festival, ou avec vous si j'ai la chance de vous recroiser, peut-être d'une certaine unité qui se dégage aussi de toutes ces pièces, hein, et en particulier autour de l'idée de la construction dramaturgique. Moi, j'ai toujours aimé raconter des histoires, et je crois que toutes mes pièces, finalement, la plupart s'appuient sur des principes de narration. En fait, elles sont évocatrices de quelque chose qui n'est pas simplement la musique. Voilà, donc je ne suis pas un compositeur abstrait du tout, je ne suis pas un artiste abstrait, je suis quelqu'un qui raconte et qui utilise le temps pour mettre des objets entre eux et fabriquer des sortes d'histoires d'une certaine manière. Oui, donc la multidisciplinarité, donc impliquant la théâtralité, comme vous venez de l'expliquer, est partie prenante de votre œuvre de manière générale. Donnez-nous des exemples de ce qu'on va pouvoir découvrir au fil de ce festival. On ne fera pas ça en revue, comme je vous l'ai dit tantôt, mais essayons d'incarner ça dans quelques exemples de vos Alors, œuvres qui sont présentées ici. oui, ce que je trouve intéressant, c'est ce que vous venez de dire, c'est cette idée d'interdisciplinarité et l'idée de faire appel à d'autres médiums. Mais il y a une chose que je voudrais quand même, sur laquelle je voudrais insister, c'est que même quand je n'utilise pas d'autres médiums, finalement, j'essaye avec les sons, les environnements, etc., de me débrouiller pour qu'on arrive à sortir un peu du cadre musical. Je vais citer par exemple une pièce pour accordéon qu'on pourra entendre le 18 mars, qui s'appelle Something Out of Apocalypse, et qui est en fait mon histoire personnelle avec le film Apocalypse Now de Coppola, qui est un film qui m'a incroyablement marqué. Et il s'avère que j'avais un vinyle de la bande-son de ce film.
Et donc, mes parents avaient ce vinyle. Et donc, je me suis amusé à sampler ce vinyle et à essayer de raconter qu'est-ce que ce film avait créé à l'intérieur. On a, par exemple, aussi l'œuvre la plus récente qu'on entendra demain, c'est Mad Max, qui est une pièce qui fait là également référence au cinéma, bien évidemment. Je brosse un peu le portrait de ce personnage, qui est un personnage assez abominable. Hein. C'est un gars qui est macho, pas très intelligent, violent, etc. Et je me moque de lui, finalement, beaucoup, mais on retrouve cette idée de la connexion avec le cinéma. Dans 24 Loops, qui est une pièce là aussi plutôt assez ancienne, là, il n'y a pas du tout d'image, etc. Mais c'est cette idée de la boucle infinie qui va jamais finalement s'arrêter. Donc, on est aussi sur des phénomènes conceptuels qui dépassent le strict cadre, je dirais, purement musical. Voilà, je peux encore citer Respire, qui est également une pièce, là pour le coup, avec de la vidéo et des danseurs qui sont filmés, et un ensemble donc de 11 musiciens. Et là aussi, on va suivre c'est une grande forme, hein, c'est une pièce qui fait 14 minutes, qui est divisée en deux, et qui va évoquer finalement l'idée de la respiration. Qu'est-ce que c'est que la respiration dans notre société moderne? Donc encore une fois, on est autour du musical. Hein. Il y a des choses qui viennent alimenter l'intérieur de ces œuvres, en fait. Oui, comme c'est le cas de Ghostland, qui reprend le concept du fantôme, mais aussi de l'ombre de soi. C'est-à-dire que quand vous référez à la série de suicides de la compagnie télécom Orange, évidemment, les gens étaient morts-vivants, en fait, d'une certaine façon, avant même de mourir. Alors, c'est ce que vous semblez évoquer. Tout à fait. Il y a une dimension hein, dans mon travail, je crois, qui est une dimension, je ne vais pas utiliser le terme de politique, parce que je ne fais pas de la politique, je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas compétent pour ça, mais peut-être de soulever des questions de société, des questions éthiques, et finalement de résoudre aussi des problèmes, des souffrances. Hein, quand on lit l'actualité, je veux dire, il suffit d'acheter le journal aujourd'hui et on ne peut pas quand même rigoler toutes les 5 secondes. À chaque fois qu'on va tourner une page, c'est catastrophe sur catastrophe, quoi. Et dans Ghostland, c'est vrai qu'il y a une partie de la question, le thème du fantôme est abordé sous différents angles. Et la partie centrale qui s'appelle bureau, en fait, c'est cette idée que nous devenons nous-mêmes des fantômes dans un travail où on nous demande de bosser tellement, c'est un travail qui est tellement aliénant, il n'y a plus de raison finalement de faire ce travail autre que de rentrer dans une espèce de machine ultra-libérale et on devient des espèces de petits atomes à l'intérieur de cette machine. On perd notre identité, on devient des fantômes en fait. Et c'est ce qui s'est passé dramatiquement dans ces années-là, à la fin des années 90 en France. Il y a eu une série de suicides absolument terribles dans la compagnie nationale de télécom. Ouais, tout à fait. C'est intéressant de constater que le sens, enfin, c'est-à-dire vos perceptions de plusieurs pans de l'existence de votre temps sont connectés à votre création sonore. C'est-à-dire, donc, vous essayez de raconter des histoires à partir de choses qui résultent d'une pensée, d'une observation et d'une analyse, même d'un ressenti, mais qui est formulé dans un langage. Et là, ça devient des sons. Alors ça, c'est intéressant que vous dites raconter des histoires plutôt que d'être dans l'abstraction complète. Oui, je crois qu'il y a une chose, moi, qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai commencé mes études universitaires, etc. J'ai découvert les grands compositeurs, compositrices du répertoire contemporain. C'était justement le fait qu'on me parlait de ces musiques en termes analytiques, etc. Mais c'était très rare qu'on me parlait d'émotions, de couleurs, de vibrations, d'énergie. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, ce que je fais d'une certaine manière, c'est aussi une sorte de psychanalyse par l'art. Et je ne suis pas le premier artiste à considérer son art comme une forme de psychanalyse. Il y en a des centaines. Je dirais qu'une grande moitié des artistes de cette planète et de tous les temps ont toujours aussi réussi, ou tenté en tout cas, d'évoquer des choses et de résoudre en fait des conflits intérieurs par leur pratique artistique. Si on regarde Francis Bacon, par exemple, on ne peut pas s'empêcher de ne pas simplement voir les tableaux de Francis. C'est le contraire de Rothko, d'une certaine manière. Hein. Et encore, chez Rothko, il y a de l'énergie aussi. Hein. Donc, et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les sons deviennent aussi des vecteurs émotionnels
Alors pour moi, au départ, bien sûr, je travaille sur un phénomène et je vais chercher des sons qui, pour moi, expriment ce phénomène. Et des fois, c'est partagé par un grand nombre. Des fois, il faut peut-être un peu rentrer dans les dessous de l'œuvre pour se dire, ah ben oui, tiens, finalement, j'ai entendu ce truc et je comprends ce qu'il a voulu faire. Mais voilà, c'est une nourriture, en fait. C'est une nourriture et je ne veux pas me priver de la qualité émotionnelle des sons. Les sons sont des vecteurs d'émotions C'est ça. complexes. Nourriture de l'âme et médecine de l'âme. Alors Mhm. donc, et autothérapie. On se soigne par l'art, puisque l'existence est assez lourde à porter. Alors, c'est très bien de développer des univers parallèles dans la forme artistique, en fait. C'est ça. C'est ce que vous faites. Excellent. Écoutez, vous avez des projets, vous avez une production quand même impressionnante. J'ai regardé, j'ai lu la liste de vos compositions depuis la fin des années 90. On n'est pas loin, on est plus ou moins dans les 80. Alors, c'est enfin des œuvres multiples. Donc, vous ne cessez, vous avez une grande productivité, si je comprends bien. Et donc, vous êtes encore, j'imagine que vous pensez au présent et à l'avenir. Si vous produisez tant, vous ne vous vautrez pas dans votre passé. Alors donc, vous êtes en train de faire autre chose. Quoi donc? Alors, merci de dire ça, c'est gentil, parce que après, je vais vous dire, c'est quand même un combat quotidien hein, de se renouveler, de faire face à son propre classicisme. C'est une chose qui est absolument terrible et ça demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est vrai que des fois, il me faut plus de temps, etc. Là, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai surtout développé des grandes formes parce que je crois que j'avais fait un peu le tour des solos. J'ai fait beaucoup de solos parce que j'aime beaucoup travailler la forme du solo. Je trouve ça très intéressant. Et donc là, typiquement, je suis en train de préparer un nouveau travail autour de la question du simulacre, hein, la question de l'image fictive ou des représentations, avec un texte qui a été écrit pour ce projet. Ça sera un projet développé en Autriche, dont la création sera l'année prochaine. Donc je me donne le temps hein, de faire ce projet, qui sera probablement équivalent en durée à Ghostland. Il y a 6 musiciens au plateau, beaucoup d'images, de la lumière. Et voilà, donc c'est sur quoi je commence à travailler là ces temps-ci. Excellent. Pierre Jodlowski, Panem 360 vous remercie de votre générosité et évidemment, nous allons, les gens qui aimons la musique contemporaine et toutes ses excroissances et tous ces compléments et ces interconnexions et aussi sa théâtralité cette semaine et enfin au cours des jours qui viennent à la semaine du 9 puisque plusieurs de vos œuvres y sont présentées. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à vous. Au revoir. Au revoir.